Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, démarrage de l'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de Révier ce matin, lancée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Cette opération est prévue pour durer un mois. Le discours prononcé par le chef de l'État la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, passé au pays fin par la présidente d'honneur de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, a salué les actes de développement du président Patrice Talon. Et puis, les tensions persistent entre Israël et l'Iran. L'attaque d'un pétrolier la semaine écoulée en mer d'Oman a ravivé les tensions entre les deux pays. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a procédé ce matin au lancement de l'opération de mise à jour des données techniques des lotissements de la localité de Révier. Les détails, c'est avec Maury Arnaud Agua et Denis Marioya. Les propriétaires terriens et les acquéreurs de parcelles dans l'arrondissement de Révier disposent de 112 heures pour s'inscrire dans les différents registres dans le cadre de l'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de Révier. Angelo Arondino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, invite les populations à sortir massivement s'inscrire. Nous vous invitons à sortir massivement pour accomplir cette tâche qui consiste à venir vous inscrire dans le registre. N'attendez pas le dernier jour. Vous commencez en même temps par faire l'opération là le premier jour, parce que nous avons un calendrier. Toute l'opération va durer 30 jours ouvrables. Donc, si vous dites que dans ces 30 jours, je dois attendre, vous allez perdre de temps et vous allez modifier le calendrier. On a 72 heures pour faire cette inscription. Et le reste va prendre le temps qui nous reste avec les géomètres et les experts. Pour Senami Christelle Dan, deuxième adjointe au maire, cette opération vient à point nommé. Au terme de notre tournée de la semaine dernière, nous nous sommes rendus compte de combien la population avait soif du développement de leur localité. Nous comptons sur le chef de l'arrondissement et son conseil d'arrondissement pour le bon déroulement de cette mise à jour des données techniques qui nous permettra d'avoir quand même des répertoires vraiment actualisés et très fiables. Le maire a invité les uns et les autres à mettre de côté la politique dans cette opération. La politique dans cette affaire ne nous amènera pas au bon port. C'est une opération qui nous concerne tous et je nous appelle à vite sauter sur l'occasion et à nous donner l'ardeur qu'il faut pour une bonne réussite de cette opération. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer officiellement dans la commune de Calavi, sur le territoire de l'arrondissement de Révier, les travaux, la relance des travaux de lotissement. Merci à vous. Cette opération de mise à jour des données techniques de lotissement va durer un mois et elle relance le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, suspendu depuis mars 2019. La présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a apprécié le discours du président de la République tenu à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio se réjouit des nombreuses réformes que connaît le Bénin depuis 2016 dans tous les secteurs. Peggy Ludovic Dagba pour les détails. Présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afiavi-Prudencio, a réagi au discours prononcé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Elle a apprécié la pertinence des mots du chef de l'État au cours de son discours. Dans la forme, le président de la République est allé à l'essentiel et les mots me semblent bien choisis. Dans le fond, nous y voyons l'engagement d'un bon dirigeant qui nous réaffirme sa détermination à continuer à tracter notre nation vers le haut. Le chef de l'État a célébré la fierté qui doit animer aujourd'hui tout citoyen béninois.
Fierté d'avoir trouvé enfin la voie du développement durable. Fierté de pouvoir désormais brandir à la face du monde notre capacité à compter sur nos propres forces pour avancer. Fierté d'avoir rompu avec la léthargie qui a caractérisé notre pays depuis 1960. Ce message a l'avantage donc de booster le sens du patriotisme, des efforts personnels et collectifs attendus de nous tous. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio est revenue sur l'Institut national de la femme et la gouvernance locale qui ont fait partie des points développés par le président de la République au cours de son adresse à la nation béninoise. La réhabilitation de la femme dans son leadership efficace, épargner des atteintes à son épanouissement et la réforme de la gouvernance locale. Je salue la volonté politique affichée et traduite dans les actes par le chef de l'État à la lutte contre toute discrimination et toute violence faite aux femmes. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire référence à cet effet à l'Institut national de la femme version réformée. Il en a notamment appelé à un sursaut national au service de la cause de la femme béninoise. J'ai trouvé très pertinente également la vision exprimée par le chef de l'État par rapport au fonctionnement de nos collectivités locales. Le chef de l'État, en bon dirigeant, a réaffirmé sa détermination à faire réformer tout l'arsenal qui conduit la gouvernance locale. Pour finir, la présidente d'honneur de l'UDBN va assurer le président Patrice Talon de son soutien indéfectible aux actions de son gouvernement. Nous disons un grand merci au chef de l'État et prenons l'engagement de jouer efficacement notre partition pour que, comme il nous le démontre, toutes les bonnes pensées soient traduites en réalité palpable. Et puis pour marquer la commémoration de la fête du 1er août, les autorités à divers niveaux procèdent, vous le savez, au dépôt de gèbes en l'honneur des enfants du Bénin morts pour la défense de la patrie. Quel sens cette cérémonie revêt pour l'armée béninoise? La réponse dans ce reportage de Aristide Setti et de Denis Maroya. Le dépôt de gèbes, première partie de la cérémonie officielle marquant la célébration du 1er août 2021, vient rendre hommage aux fils et filles du pays qui ont payé de leur vie pour l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Mais pour l'armée béninoise, cette pratique courante va bien au-delà de ce symbole. Le dépôt de gèbes également est une occasion pour l'institution militaire de témoigner au peuple et aux valeurs du peuple tout son respect et tout son attachement, parce que nous sommes fortement attachés au peuple, mais également une occasion de témoigner aux autorités politico-administratives et aux institutions de la République toute notre loyauté. La minute de silence, la sonnerie aux morts et l'allumage de la flamme de l'indépendance restent les autres temps forts de cette tradition à laquelle sacrifient les autorités politico-administratives du Bénin chaque 1er août. L'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées existe désormais. Elle a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive organisée ce samedi à Cotonou. Horacia Dodi, Romaric Devochi. Constituer un creuset pour réfléchir et défendre leurs droits. C'est le but de l'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées du Bénin, portée sur les fonds baptismaux ce samedi 31 juillet. Cette assemblée générale constitutive a permis aux membres de prendre connaissance et valider les statuts de l'association. Il est inconcevable que le handicapé mange son pain à la sueur du front des autres. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour affronter les réalités quotidiennes qui s'imposent à tout être handicapé ou non. C'est à nous aujourd'hui de montrer que nous sommes aussi capables de faire mieux que les autres, de nous comparer aux autres et parfois de les dépasser. Ce n'est qu'à partir de cet instant que les gens vont certainement croire en notre capacité. Cette initiative est soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Elle vient appuyer, selon la représentante de la ministre, Élise Fatima Kosoko, les actions menées par ce département ministériel pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.
Par vos actions, vous apporterez votre appui dans l'élaboration de la mise en œuvre stratégique des politiques publiques visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Chers congressistes, je vous invite, je me réjouis d'abord de la tenue effective de cette Assemblée constitutive qui vient renforcer les structures hésitantes et s'investissant dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Pour le représentant du Conseil national du patronat, les membres de cette nouvelle association devront travailler en harmonie pour l'atteinte des objectifs. Hors de nos frontières, elle a été expérimentée dans l'Oise en mars dernier. La nouvelle carte d'identité française est désormais généralisée, j'y arrive, sur toute l'étendue du territoire national. À partir d'aujourd'hui, aucune carte d'identité à l'ancien format ne sera plus délivrée. Format carte bancaire et puce électronique, voici à quoi ressemble la nouvelle carte d'identité française. Au recto, votre photo, vos noms et prénoms, date de naissance, nationalité, sexe ou encore date de délivrance de la carte. Bref, les informations de base. La grande nouveauté se situe au verso de la carte. C'est là que se trouve la puce électronique ainsi qu'un QR code. Ce document répond désormais non seulement aux normes européennes, car le 2 août était la date butoir fixée par Bruxelles pour la modernisation des titres d'identité, mais il est aussi plus sécurisé que l'ancien en matière de fraude et d'usurpation d'identité. C'est en tout cas ce qu'explique le ministère de l'Intérieur. En 2019, la fraude à l'identité a représenté près de 45 000 plaintes, 1,19% du total des infractions relevées sur l'année. La nouvelle carte d'identité sera plus sécurisée, plus pratique et verra son design modernisé. Les pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de la fraude à l'identité. Cette volonté de modernisation rejoint l'application d'un règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne qui oblige les États membres à mettre en circulation de nouvelles cartes d'identité conformes aux dispositions de ce règlement au plus tard le 2 août 2021. La puce électronique contient tous les éléments inscrits sur la carte, incluant votre photo, mais également vos empreintes digitales. Même chose pour le QR code qui rassemble toutes ces informations. Il s'agit d'un cachet électronique visible, signé par l'État, une sorte de signature numérique qui garantit que les données n'ont pas été modifiées. Côté sécurité, le ministère de l'Intérieur rappelle que les données biométriques contenues dans la puce sont hautement sécurisées et l'accès à ces données, je cite, spécifiquement encadré. Pour autant, cette nouvelle carte ne constitue pas ce que l'on appelle une identité numérique régalienne, ce que pointent du doigt ses détracteurs, non seulement parce qu'elle ne permet pas d'accéder à des services étatiques, mais aussi parce qu'en termes de sécurité, selon eux, il n'y a pas vraiment de garantie. Une seule difficulté, c'est qu'on n'a pas d'identité numérique, ce qu'on appelle régalienne, et que la France a fait un choix d'ailleurs assez étonnant, c'est celui d'utiliser des identités numériques privées. Alors ça va être la Poste, ça va être la CAF, ça va être un certain nombre d'organismes qui vont pouvoir utiliser donc l'identité numérique pour vous permettre d'utiliser leurs services. Alors qu'au niveau européen, l'idée était quand même plutôt d'avoir une carte d'identité numérique qui vous permette d'accéder justement à différents services étatiques et européens. On l'espère peut-être dans un deuxième temps et de manière ultra sécurisée. L'avantage que l'État supervise le tout, c'est qu'on ait véritablement des garanties par rapport à la sécurité. Être comme ça à la merci d'un opérateur privé ne me semble pas tout à fait cohérent, d'autant plus qu'il y a un problème de données personnelles, et donc en l'occurrence des données biométriques qui sont incluses dans la carte d'identité, et ces données biométriques peuvent être passées à éventuellement des tiers qui n'ont absolument pas à en connaître. Donc une certaine crainte par rapport justement à la fiabilité des systèmes qui sont mis en place. Les détracteurs de cette nouvelle carte d'identité redoutent donc que leurs données soient utilisées au-delà de leur finalité initiale. Toujours est-il qu'à partir de ce 2 août, donc, toute personne qui souhaite renouveler ou demander sa carte d'identité recevra ce nouveau format valable 10 ans. Les tensions persistent entre Israël et l'Iran. L'attaque d'un pétrolier la semaine écoulée en mer d'Oman a ravivé les tensions entre les deux pays. Tel Aviv accuse Téhéran d'en être l'auteur. L'État hébreu est soutenu par le Royaume-Uni et Washington demande des sanctions à la communauté internationale. Téhéran nie toute implication.
Mais Israël maintient ses accusations. Après l'attaque jeudi en mer d'Oman d'un pétrolier géré par un milliardaire israélien, l'État hébreu a annoncé ce dimanche détenir des preuves de l'implication de l'Iran. Tel Aviv appelle la communauté internationale à prendre des sanctions contre le pays, tout en le menaçant de représailles. J'ai maintenant entendu que l'Iran, d'une manière lâche, essaie d'échapper à sa responsabilité dans cet événement. Il le nie. J'affirme donc ici de manière absolue, c'est l'Iran qui a mené l'attaque contre le navire. Le comportement agressif de l'Iran est dangereux non seulement pour Israël, mais aussi pour les intérêts mondiaux, la liberté de navigation et le commerce international. Les preuves en matière de renseignement existent et nous attendons du système international qu'il fasse comprendre au régime iranien qu'il a commis une grave erreur. En tout état de cause, nous savons comment transmettre le message à l'Iran à notre manière. L'attaque de type drone selon l'armée américaine a causé la mort de 2 personnes et n'a pas été revendiquée. Directement mise en cause par Israël, Téhéran demande au gouvernement de Naftali Bennett de cesser de lancer des accusations infondées. Ces déclarations sont définitivement condamnées. Le régime d'occupation de Jérusalem doit savoir que ces projections ne résoudront pas ces problèmes. Quiconque tente de frapper un coup fera face à un plus grand coup. La République islamique d'Iran n'hésite pas un instant à protéger les intérêts suprêmes du peuple et sa propre sécurité nationale. Outre Israël, le Royaume-Uni a également accusé l'Iran d'être à l'origine de cette attaque, tout en prenant quelques précautions dans sa déclaration. Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l'Iran. Les évaluations britanniques ont conclu qu'il est très probable que l'Iran ait attaqué le MV Mercer Street dans les eaux internationales au large d'Oman le 29 juillet en utilisant un ou plusieurs véhicules aériens sans pilote. Une prise de position partagée par Washington ce dimanche. Les États-Unis ont même promis à Téhéran une réplique appropriée. Un épisode de tension qui intervient alors que les discussions sur le nucléaire à Vienne semblent bloquées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement iranien. Aux États-Unis, près de 10 millions d'Américains risquent de se retrouver sans domicile. Le moratoire sur l'expulsion décrété pendant la crise sanitaire a expiré hier malgré l'intervention tardive de Joe Biden. Pendant ce temps, le variant Delta se propage dans le pays et le Congrès n'a pas réussi à voter une loi pour prolonger la mesure. Aux États-Unis, l'inquiétude monte. Depuis dimanche, des millions de familles américaines sont menacées d'être expulsées de leur logement. Et pour cause, la crise sanitaire due au Covid-19 a entraîné une crise économique sans précédent dans le pays. Près de la moitié de la population a connu une diminution de salaire depuis le début de la pandémie. Résultat, plus de 10 millions d'Américains ont du retard sur le paiement de leur loyer et plus de 3 millions de personnes sont menacées d'expulsion. Je ne savais même pas que j'allais être expulsée. Personne ne m'a dit que je devais partir jusqu'à ce que le juge ordonne que je m'en aille il y a 2 semaines. Et quand j'ai parlé au propriétaire, il m'a dit qu'il me mettrait dehors le 30. Depuis, je fais des crises de panique. Je suis nerveuse et je n'arrive plus à dormir. Il m'a menacé de venir ici pendant mon absence, de jeter mes affaires et de changer les serrures. Et s'il le fait, je perdrai tout ce que j'ai. Je serai sans abri et jetée à la rue. Mis en place en septembre 2020, le moratoire sur les expulsions a été prolongé à plusieurs reprises par l'administration Biden. Mais en juin dernier, la Cour suprême a estimé que toute prolongation supplémentaire devait être décidée par le Congrès. Cette semaine, le président américain a donc exhorté les parlementaires à prolonger le délai sur les expulsions pour loyers impayés, une demande rejetée en bloc par les républicains. Un refus que s'est empressé de déplorer Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. S'assurer que chaque Américain a un toit au-dessus de sa tête est une valeur qui unit le Parti démocrate. C'est pourquoi j'ai mené une campagne sans relâche pour prolonger le moratoire sur les expulsions. Dans un acte de pure cruauté, les républicains ont bloqué cette mesure, laissant les enfants et les familles dans la rue.
Face à cette obstruction partisane, les démocrates demandent au gouvernement des États à débourser immédiatement les 46,5 milliards de dollars d'aide au loyer d'urgence approuvés par le Congrès démocrate afin que de nombreuses familles puissent éviter l'expulsion. Problème, en raison de procédures administratives contraignantes, sur ces fonds publics mis à disposition des États et collectivités locales, seulement 3 milliards ont été transférés sur les comptes en banque des particuliers concernés. Autre source d'incompréhension, les élus de la Chambre des représentants sont en vacances jusqu'à la fin du mois d'août et les sénateurs ne feront leur retour qu'une semaine plus tard. Une configuration qui éloigne un peu plus encore les espoirs de vote d'une loi prolongeant le moratoire. Face à une telle situation, plusieurs membres du Congrès ont appelé à manifester dimanche devant le Capitole. Je sais ce que c'est, j'ai moi-même été expulsée par le passé et j'ai dû dormir dans ma voiture. En tant que membre du Congrès en exercice, je ne permets simplement pas aux autres élus de partir en vacances, de continuer leur vie et de ne pas se soucier des 7 millions de personnes qu'ils laissent tomber. Aux États-Unis, certains États comme la Californie et New York ont déjà choisi de prolonger les moratoires sur les expulsions au-delà du 31 juillet. Reste à voir si le reste du pays prendra la même voie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.